Thibault de Montbrial, avocat de Mickaël Paty, à l'ouverture du procès. Bonjour Louise Eliafi. Bonjour. La femme est un islamiste comme les autres. C'est le titre de votre livre qu'on va montrer à l'écran. C'est publié aux éditions du Cerf. Vous êtes avocate et essayiste. Vous expliquez dans ce livre que les femmes jouent un rôle essentiel dans la propagation de l'islamisme. On voyait à l'instant l'avocat de Mickaël Paty. Quand on parle d'islamisme, quand on parle de femmes, ça a aussi joué dans l'affaire de Samuel Paty. Bien sûr, ça a joué à deux égards. Ça a joué parce que déjà, il y a cette femme dont je peux donner le nom maintenant parce que son nom est sorti il y a maintenant quelques temps, mais qui s'appelle Priscilla Manguel. Son pseudo, c'était Cicatrice sucrée sur les réseaux sociaux. Et Priscilla Manguel, on a parlé d'elle, mais très très peu par rapport à d'autres protagonistes de cette histoire. C'est que ça a été elle, très probablement, la principale influenceuse de l'assassin de Samuel Paty. Et pourtant, aujourd'hui, elle comparaît libre. C'est la seule, alors même qu'elle encourt la perpétuité. Et donc là, on voit que non seulement les femmes peuvent influencer, mais que toujours elles sont considérées comme un peu moins dangereuses que les hommes. Il y a un tabou aujourd'hui autour des femmes islamistes. Alors, il y en a moins qu'avant, je pense. Il a fallu le déclic de 2016 pour qu'on se rende compte qu'elles étaient potentiellement aussi dangereuses que les hommes. 2016, juste pour rappel, c'est ce commando féminin, on l'a un peu oublié d'ailleurs je trouve, ce commando féminin donc constitué de 4 femmes qui se dit que et si on allait exploser une voiture aux abords de la cathédrale Notre-Dame de Paris, heureusement mal entraînées, elles confondent essence et diesel, la voiture n'explose pas, heureusement elles sont conduites immédiatement devant un juge, elles ont été condamnées à des peines très lourdes, je crois que ça va de 20 à 30 ans, donc jusqu'à la perpétuité, mais il a fallu ce déclic-là pour qu'on se rende compte que les femmes étaient aussi dangereuses que les hommes, alors même qu'avant 2016, la femme n'était jamais islamiste. Elle était, et elle était encore moins djihadiste, elle était sœur d'islamiste, elle était femme d'islamiste, elle était mère d'islamiste, elle n'était jamais autonome dans son islamisme à elle. Voilà. Pour bien comprendre de quoi on parle, Louise Eliafi, quand on parle d'islamisme, c'est un petit peu une étiquette. Vous rentrez dans le détail dans votre livre, vous distinguez 3 courants notamment. C'est important de quoi est-ce qu'on parle exactement quand on parle d'islamisme ? Alors, moi en l'occurrence, j'ai choisi 3 courants qui ne sont pas les seuls courants de l'idéologie islamiste, mais qui sont pour moi les 3 courants qui sont à la fois les plus puissants et les plus dangereux aujourd'hui, les plus présents sur le territoire français, et d'ailleurs pas que sur le territoire français. Ce sont le frérisme, le salafisme, alors moi en l'occurrence je vais y revenir, mais je parle de salafisme quiétiste, et le djihadisme. Pourquoi est-ce que je parle de ces 3 méthodologies, et surtout pourquoi est-ce que pour moi il faut absolument les distinguer? C'est que ces 3 mouvements ont des narratifs, des discours, des méthodologies qui sont extrêmement différentes, et si on ne les identifie pas, on ne pourra jamais les combattre. C'est-à-dire que vous allez sur les réseaux sociaux, moi j'ai passé 2 ans et demi à enquêter et à observer ces femmes, donc j'étais sous pseudo sur les réseaux sociaux. Vous êtes entré en contact avec elles, tout à fait, assez facilement en plus. Très 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 facilement, ce qui est très inquiétant. Et effectivement, vous avez ces 3 mouvances qui se dégagent, qui ne sont pas sur les mêmes groupes. Et selon si vous êtes sur un groupe frériste, salafiste ou djihadiste, vous n'avez pas du tout les mêmes discours. Et d'ailleurs, entre eux, ils s'aiment pas forcément. Or, aujourd'hui, on a un peu on parle d'islam politique, on parle d'islamisme, ou alors on confond frérisme avec tout, parce que maintenant c'est la grande mode de parler de frérisme. En réalité, on n'arrive pas du tout à identifier quelle mouvance correspond à quoi, et en fait, à la fin, on ne combat plus rien. Voilà. Cela dit, Louise Eliafi, dans toutes ces tendances, dans toutes ces mouvances de l'islamisme, il y a quand même il y a plusieurs points communs, notamment le fait qu'ils ne sont pas du tout tendres avec les femmes. Ça paraît du coup un petit peu absurde, vu de l'extérieur, de se dire que des femmes peuvent être non seulement victimes, mais surtout complices de cette idéologie. C'est vrai qu'on dit toujours que les femmes sont victimes de l'islamisme. En réalité, vous prenez une femme qui embrasse l'idéologie islamiste, elle est plus du tout victime en réalité. Si elle l'embrasse complètement, elle n'est plus du tout victime. Mais j'ai envie de vous dire que les femmes, c'est comme les hommes. Quand on se pose la question de la radicalité d'une femme ou d'un homme, il faut simplement se poser la question de quel est l'intérêt que ces gens trouvent dans cette idéologie. Et les femmes, quoi qu'on en dise, trouvent un intérêt, même si cet intérêt est fallacieux, elles trouvent un intérêt dans les promesses que leur font les islamistes, et c'est notamment... Alors, il y en a plusieurs, ça dépend aussi de là où vous vous trouvez, mais ça peut être l'intérêt de retrouver une forme de féminité perdue, de rôle de la femme qui... vous avez par exemple beaucoup de témoignages de femmes qui considèrent que le féminisme occidental est un leurre, qu'elles ont complètement perdu leur statut de femme. Donc c'est une forme de reprise en main de leur féminité, et c'est aussi pour celles qui justement considèrent qu'elles sont
effacer dans la société en tant que femmes, reprendre un rôle qu'on leur propose et qui est un rôle très important. C'est ça aussi, c'est que l'islamisme propose à ces femmes de compter pour 50% de l'efficacité de l'idéologie. C'est-à-dire que l'homme va être le combattant, l'homme va être le combattant par l'épée, la femme va être la combattante par le verbe et aussi par son utérus. Et c'est ce qu'on leur propose. Donc elle participe concrètement. Il y a une forme d'aveuglement, Louise Eliafi, pour vous en France par rapport à la violence des femmes. On entend souvent, on lit souvent quand on parle d'un attentat ou d'une affaire sordide, on entend souvent, on lit « elle a agi par amour, elle a été manipulée ». Est-ce que ça c'est vrai ? Alors ça peut être vrai, il y a des femmes qui effectivement sont parties par amour, vous avez des hommes qui sont partis par amour, ça on en parle assez peu, mais vous avez effectivement des femmes qui sont parties par amour, vous avez des femmes qui, notamment très jeunes, parfois mineures, qui ont effectivement été manipulées, vous avez même des femmes qui ont été, des jeunes filles, qui ont été emmenées de force par leur propre famille. Ça n'est pas du tout la majorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous regardez les témoignages des revenantes. Les revenantes, qu'est-ce qu'elles disent ? Qu'elles ne sont pas du tout victimes de quoi que ce soit. Donc les revenantes, ce sont des personnes qui sont parties à l'étranger en se radicalisant et qui sont revenues en France après. C'est ça. Et dans leurs témoignages, elles affirment être parties de leur plein gré pour la plupart, pour l'immense majorité. Donc, est-ce qu'il y a encore une fois, il y a eu ce déclic de 2016. Je pense que judiciairement et au niveau des autorités, je pense qu'il y a eu une prise de conscience, mais qui n'est pas encore complète. Et je pense qu'il y a encore un biais de genre aujourd'hui. Et j'en parlais au début, Priscilla Manguel, c'est la seule dans toute cette histoire de Samuel Paty qui, alors même qu'elle encourt la perpétuité, n'a jamais été en détention provisoire. Vous allez, Louise Eliafi, jusqu'à écrire que les femmes sont souvent plus féroces que les hommes, plus radicales idéologiquement. Tout à fait. Les femmes, alors c'est pas toujours le cas, mais dans la majorité des cas, on a des femmes qui effectivement sont idéologiquement moins physiquement, mais plus idéologiquement rigoristes que les hommes. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Déjà, il y a ce cliché qui n'en est pas un, qui est que les femmes sont plus studieuses. Elles sont meilleures élèves. Vous avez une grande différence d'ailleurs entre les hommes radicalisés et les femmes radicalisées, c'est que les hommes radicalisés, c'est souvent de très très peu d'études, c'est souvent bac -3, on va dire, et les femmes, elles, on est sur du bac +2, à peu près, en moyenne. Les femmes, effectivement, sont plus studieuses que les hommes. Elles en deviennent, par ailleurs, un peu plus rigoristes quand elles se radicalisent. C'est-à-dire qu'elles vont beaucoup plus étudier les textes. Mais il y a autre chose qui rentre en jeu, c'est qu'on attend d'elles qu'elles soient extrêmement sachantes. Pourquoi ? Parce que ce sont elles qui assurent et garantissent la bonne transmission de l'idéologie, notamment aux enfants. Vous l'avez dit il y a un instant, vous êtes entré en contact avec des femmes islamistes via les réseaux sociaux, assez facilement en plus, vous avez dit c'est très inquiétant. Est-ce qu'il y a des signes concrètement d'une radicalisation ? Est-ce que ça se voit ? Alors, votre question est la bonne. Est-ce que ça se voit ? En fait, la question, c'est est-ce que ça se voit par le vêtement, par exemple ? Et moi, c'était mon a priori. Est-ce qu'une femme qui commence à se voiler, est-ce que c'est un signe de radicalisation ? Et en fait, en ayant posé la question, j'ai posé cette question, je crois, à peu près dans tous mes entretiens pendant mon enquête, et on m'a répondu non. Et on m'a expliqué pourquoi. En fait, on m'a répondu non. Je vais un peu nuancer. C'est que ce qu'on me répond, c'est que toutes les femmes voilées, et notamment les éducateurs que j'ai interrogés et qui ont vraiment accès à ces jeunes filles-là, me disent que en réalité, le voile peut être le commencement d'une radicalisation. C'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que, c'est d'ailleurs comme ça que je l'écris, toutes les femmes voilées ne sont pas radicalisées, mais toutes les femmes radicalisées sont passées par le voilement. Donc il y a un moment, est-ce que ce voile est le signe d'une radicalisation ? Pas forcément, mais il peut en être le commencement. Parce que lui-même, il est séparatiste par essence. Et vous dites dans votre livre, c'est d'autant plus compliqué à repérer cette radicalisation qu'elle se fait surtout pour les femmes dans la sphère privée. Tout à fait, tout à fait. Elle se fait beaucoup plus dans la sphère privée. Mais ça, en l'occurrence, c'est une question aussi de genre. C'est-à-dire que globalement, alors c'est encore beaucoup plus le cas dans certaines localités où il y a justement un taux de radicalisation qui est un peu supérieur à d'autres. Vous avez une séparation entre les hommes et les femmes qui est plus ou moins forte, où les hommes vont, alors c'est un fait assez universel, mais encore une fois, dans certaines localités, c'est plus appuyé, les hommes vont être plus dominants dans l'espace public et les femmes plus assignées à l'espace privé. Ces femmes assignées à l'espace privé, elles vont se radicaliser dans ces salons, j'appelle ça la radicalisation de salon, elles vont se retrouver entre femmes parce que ce sont des espaces qui sont justement un peu faits pour ne pas être mixtes, et il y a les enfants très souvent qui sont là. Et vous avez très souvent une grande sœur
qui va être un peu la plus sachante. Généralement, c'est pas la plus sachante, c'est juste la plus rigoriste et la plus religieuse, et qui va dire ceci est ce que Dieu veut, et donc tu dois le faire. Et vous imaginez bien que puisque cette radicalisation se fait dans l'espace privé, elle est aussi beaucoup moins identifiable. Voilà. Louise El-Ghafi, il y a un discours de discrimination qui encourage la radicalisation. Est-ce que ces discriminations sont réelles de ce que vous avez pu constater, ou bien est-ce que c'est principalement un outil de propagande ? Alors, c'est la question que je pose dans mon livre, mais j'affirme tout de suite que je n'ai pas forcément la réponse. Donc, j'ai pas forcément la réponse, et moi-même, je ne suis pas complètement tranchée parce que je pense que c'est un peu des deux. Il y a quelque chose qu'on a beaucoup manqué à l'âge d'or, on va dire, de Daesh en 2014, c'est le discours de Abou Bakr, qui s'est autoproclamé calife du califat de l'État islamique. Il a un discours qui est assez emblématique parce qu'il dit: que vous soyez arabe ou non arabe, que vous soyez blanc ou non blanc, que vous soyez une femme ou un homme, que vous soyez riche ou pauvre, si vous êtes musulman, alors vous faites partie de la Oumma et vous êtes le bienvenu dans cet État. Et on est à ça d'un discours républicain, pratiquement. Je fais de la provocation exprès, mais on a manqué ce truc qui était de ces gens-là font croire à des compatriotes français qu'ils seront mieux inclus dans un califat que dans la République française. Et effectivement, vous avez énormément de jeunes, garçons et filles, qui y ont cru. Donc, c'est un élément de propagande, ça c'est sûr et certain, mais pour que cet élément de propagande fonctionne parfaitement, il faut quand même quelque part qu'il y ait un petit fond de vérité. Donc je pense qu'effectivement les deux sont vrais. Dans votre livre, vous parlez de la chanteuse Diams, qui s'est convertie à l'islam il y a quelques années. Vous parlez de son documentaire aussi. Vous dites, il est très révélateur. Pour quelle raison ? Alors, ce que j'ai appelé le syndrome Diams dans mon livre, c'est ce syndrome de la femme dépressive. Alors dépressive, j'emploie le mot de façon générique, mais en tout cas la femme triste, la femme mélancolique, pas forcément musulmane au départ, pas forcément issue d'une immigration arabe, orientale, musulmane, peu importe, mais qui, pour une raison ou une autre, va chercher une forme de bonheur dans la religion. Et Diams est très représentative de ça, et la raison pour laquelle je parle d'elle, c'est qu'elle n'est pas du tout isolée. Effectivement, ça n'est pas du tout un cas isolé. On a énormément, parmi les revenantes ou même parmi des femmes qui soit sont décédées, soit encore vivantes, mais qui sont assez emblématiques de cet islamisme au féminin, on a énormément de cas de femmes qui étaient dépressives, qui étaient suicidaires, qui se mutilaient, etc., etc. Vous avez par exemple le cas, c'est l'une des femmes du commando féminin justement, la plus jeune, qui elle par exemple se scarifiait. Inès Madani, qui a été considérée un peu de façon exagérée comme le cerveau de cette opération, a fait plusieurs tentatives de suicide. Vous avez beaucoup de Souad Merah également, la grande sœur de Mohamed Merah, qui a beaucoup contribué à la radicalisation de son frère, a également été dépressive. Il y a des profils types dans les radicalisations, dans les femmes radicalisées ? C'est la question que j'ai le plus posée et à laquelle on m'a toujours répondu non. Et je pensais que c'était une posture pour éviter des accusations en racisme ou autre. Et la réalité, quand on creuse le sujet, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de profil type. Il n'y a pas de profil type, il n'y a pas de... il n'y a pas de milieu, il n'y a pas d'origine sociale, ethnique, religieuse qui va rendre la chose plus fertile, qui va rendre la personne plus vulnérable à une radicalisation religieuse. En revanche, il y a quelque chose qui revient dans énormément de cas, c'est, et ça en l'occurrence c'est une psychiatre qui m'en avait parlé, c'est le fait que toutes ces femmes, et ces hommes aussi, ont très souvent eu pour beaucoup, lorsqu'ils étaient plus jeunes, un narratif familial, en tout cas un narratif avec lequel ils ont été éduqués, de complotisme et d'antisystème. C'est-à-dire que le système dans lequel tu vis, occidental, français, républicain, peu importe, n'est pas le bon. Ça peut être des gens anti-vax, ça peut être des gens anti-occident, ça peut être des gens d'extrême droite, ça peut être des gens justement déjà islamistes. Mohamed Merah a grandi dans un milieu complètement islamiste, et c'est bien sûr l'antisémitisme. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent, puisque l'antisémitisme est le premier des complotistes. Donc les réseaux sociaux dont on parle très souvent sont, j'imagine bien sûr, un accélérateur de peuvent être un accélérateur de cette radicalisation, mais ce n'est pas forcément ça qui est à l'origine de ces trajectoires. Non, pas forcément. Ça peut. Vous avez effectivement des gens qui... moi, par exemple, je vais vous parler de ma propre expérience pendant ces 2-3 ans de recherche. Je me suis créé un pseudo, je me suis fait passer pour quelqu'un qui voulait découvrir l'islam, c'est-à-dire un peu une jeune fille qui souhaite se convertir. Parce que c'est là que vous devenez un peu une proie très facile, on va dire, et très... vous attirez beaucoup, justement, les islamistes quand vous faites ça. De quoi est-ce que je me suis rendu compte ? C'est que vous connectez
Et si vous cherchez l'islam modéré, si vous voulez juste un peu découvrir cette religion, vous n'avez pas accès à ça. Le premier contenu qui arrive, même quand vous mettez juste des notions islamiques et non pas islamistes dans la barre de recherche, vous accédez immédiatement à du contenu islamiste. Et donc c'est ça qui enclenche la radicalisation. Donc pour vous, c'est ça l'islam. Et pour lire votre enquête, il faut lire votre livre. Ça s'appelle « La femme est un islamiste comme les autres ». C'est publié aux éditions du Cerf. C'est assez effrayant, mais c'est passionnant. Merci beaucoup, Louise Aliafi, d'être venue nous en parler. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe en charge de la préparation de l'émission. Vous pourrez la retrouver en replay d'ici quelques minutes. Et d'ici là, l'actualité continue sur lefigaro.fr. À demain.